Alors, si je vous réunis ici, et si je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, c'est pour faire le point suite à l'article qui est sorti aujourd'hui dans le Canard enchaîné, et donc qui fait état d'un certain nombre de points sur lesquels je vais revenir, pour en démentir, pour s'étonner de la façon dont ils ont été amenés comme ça dans la presse, et puis très très vite relayés d'ailleurs, sans même qu'il y ait eu vérification auprès de nous de ces éléments. Alors je vais les reprendre peut-être un par un sur les différents points et préciser un certain nombre de choses. D'abord, sur l'arrivée au sein de la ville, au moment où je suis arrivé, de cette histoire de voiture. Ça commence par là, parce que j'arrive, je change de voiture. Alors c'est pas de chance, ça s'est pas passé comme ça. J'arrive, une voiture devait être changée, j'estime qu'elle peut encore durer 2 ans, et ensuite, parce que c'est la règle depuis 2001, il y a un roulement de voiture au sein d'un pool, au sein du cabinet, une voiture est achetée dans les normes de prix des autres voitures, et elle ne va pas coûter 46 000 €, parce que je ne sais pas où il a eu cette information, mais elle va coûter exactement, puisqu'on a retrouvé la facture ce matin, toute taxe comprise, 38 093 €. Ça vous donne une idée du début de la façon dont les choses sont prises dans l'article. Ensuite, deuxième élément, la promotion de Madame Gopfer. Donc j'arrive, elle est attachée de presse, vous êtes tous au courant qu'elle est attachée de presse. C'est faux, puisque elle est directrice de cabinet et elle est chargée de la communication de la métropole, de l'agglomération à l'époque. Serge Rouard lui propose en 2014 d'attacher à sa fonction de chargé de communication de la métropole la ville d'Orléans, dans le cadre d'ailleurs de la mutualisation des services. Ce qu'elle va accepter. Il y a un organigramme qui est reposé, qui n'a rien à voir avec cette fonction-là en particulier. Dans cet organigramme, il y a un poste, qui est le poste de directeur général adjoint en charge du rayonnement et de l'attractivité. Et ce poste, donc, est vacant au moment où j'assure l'intérim. Et avec le directeur général des services, on propose ce poste à Madame Gopfer, qui l'accepte sur le principe. J'en parle à celui qui est maire en fonction, qui avalise ce choix, et dans la foulée, elle devient donc directeur général en charge de l'attractivité. Ce qui est faux et scandaleux dans l'article, c'est d'écrire qu'elle devient numéro 2, on passe attaché de presse à numéro 2 de la ville, c'est ce qui est écrit dans l'article, alors que, comme vous le savez, ça ne se passe pas comme ça. Elle n'est pas numéro 2, elle est numéro 4 dans le rang des directeurs, et son salaire ne bouge pas par rapport au salaire antérieur qu'elle avait. Donc là encore, c'est pour ça, je pense surtout aux agents qui n'auraient pas compris cette façon de faire, et ils auraient eu raison de ne pas la comprendre. Mais c'est relaté. C'est relaté avec beaucoup de précision dans l'article. Je rappelle quand même que ces fonctions, parce que c'est la raison pour laquelle dans beaucoup des délégations, les fonctions, c'est formation, c'est enseignement supérieur, formation, tourisme, culture, développement économique, événementiel, relations internationales et numériques. C'est des fonctions qu'elle occupe, et il y en a quelques-unes d'autres moins importantes, mais qu'elle occupe comme chaque DGA a à peu près un quart à un cinquième de la fonction de ce qui se passe dans cette ville. Alors on achète la voiture, l'attaché de presse est nommé, c'est dans l'article, promu avec un salaire qui vient le premier salaire de la ville, et on part tout de suite donc au MIPIM. En fait, le MIPIM, qui est un salon qui regroupe l'immobilier, lui, on y part en mars 2016 pour rejoindre une autre délégation qui est sur place et qui prépare les différentes interventions que je vais être amené à faire. Ce déplacement, il va coûter 1 003,9 € à la ville. Tout compris, hôtel, avion, voiture. L'hébergement, il s'effectue, et tout ça sont sur des documents que j'ai là, et qui ont été envoyés aux journalistes. C'est pour vous dire l'état d'esprit. Eh bien, ce déplacement-là, j'ai pas vu où il avait vu Majestic, j'ai pas trouvé de facture du Majestic dans l'ensemble de tout ce qui a été donné. Par contre, j'ai trouvé une facture du Marriott de Nice, où j'ai été, avec derrière la location d'une belle voiture. Cette belle voiture, c'est une Fiat 500.
Là aussi, merci à ceux qui l'ont relayé immédiatement, l'information qui était très très bien renseignée. Fiat est content de considérer qu'il fait partie des berlines de luxe sous-entendues dans ces articles. Voilà. Alors après, il y a un voyage qui est signalé sur la Nouvelle-Orléans et sur le Las Vegas, le CES de Las Vegas. Ça fait à peu près 2 ans, compte tenu de la French Tech, compte tenu de l'investissement qu'on a fait avec le labo et autres, depuis à peu près 2016, que des délégations d'Orléans et de Tours, avec mon collègue Thibaut Coulon, vont au CES de Las Vegas soutenir les entreprises qui vont là-bas. Le CES, tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est le Consumer Electronics Summit, c'est l'endroit où se développent et se présentent toutes les innovations. Et bon, moi, je n'avais pas souhaité les accompagner durant les 2 précédents voyages. Cette fois-ci, étant à la Nouvelle-Orléans au même moment, puisqu'on y était au moment des fêtes de Jeanne d'Arc de la Nouvelle-Orléans pour signer le jumelage, et que le CES de Las Vegas était dans la foulée, l'idée est de dire que je vais faire un stop à Las Vegas pour rejoindre là-bas. Alors, 6 nuits, j'ai toujours pas vu les 6 nuits, ils ont les factures d'hôtel, hein, le journaliste qui a écrit. Il a les factures d'hôtel. Il aurait pu en compter 3, pas 6. Ensuite, on va s'envoler pour Lisbonne, après le CES. Alors, Lisbonne, il a vu en fait 6 mois avant le CES. Bon. Et là, c'est parce que je dois faire une intervention au sommet, là encore, de la nouvelle économie. C'est un voyage qui coûtera 724,59 €, tout compris. Billets d'avion, etc., etc. Sur 4 ans de mandat, il y en a pour une somme globale sur les voyages à l'étranger, il y en a pour 18 000 € à peu près sur 4 années de mandat. Ça vous donne, vous pouvez diviser et faire la part des choses, dont les hébergements pour la moitié, reste la moitié, c'est les billets d'avion et pour l'essentiel, et puis les quelques frais qu'il peut y avoir ici ou là. Par exemple, le badge pour le Web Summit, pour le CES, au cas où il aurait été dit qu'on passait du bon temps à Las Vegas, mais j'ai du mal lire là encore. Ou qu'à la Nouvelle-Orléans, par exemple, de bonnes âmes avaient dit qu'on était là en dilettante. Il ne faut juste pas oublier que quand il y a une délégation, il y a le maire et la plus haute personne de l'administration qui font partie de toute une série de réunions auxquelles le reste de la délégation n'est pas toujours convié. Après, dans la délégation, il y a des personnes qui sont plus ou moins spécialisées dans un domaine. Hein, par exemple, je me souviens que Béatrice Odalami, qui était là sur un aspect événementiel, nous a accompagnés dans une réunion avec le responsable du festival de la Nouvelle-Orléans, et où on a décortiqué comment ça se passait, comment ça pourrait se passer chez nous, etc. etc. Donc ça a pris une matinée. Donc voilà, puis le reste de la délégation faisait autre chose. Hein. C'est comme ça que fonctionne l'ensemble des délégations. Mais donc sur ces éléments-là, juste pour dire qu'on était bien à plein temps et très occupés sur ce voyage qui a été particulièrement fructueux. Je rappelle que ça fait des décennies que les maires d'Orléans successifs cherchent à avoir un jumelage actif avec la Nouvelle-Orléans et que c'est au cours de ce mandat qu'il a été réalisé. Alors après, il y a tout un paragraphe sur le fait que j'aime les grands hôtels parisiens. Alors, les grands hôtels parisiens, pour l'auteur, c'est le Novotel, Mercure et Pullman. Ces 3 hôtels du groupe Accor. La moyenne des nuitées, c'est 319,59 €, petit déjeuner inclus. Et une des raisons pour lesquelles vous avez ces dépenses à partir de la mi-2017 et en 2018, c'est qu'auparavant, que ce soit mon prédécesseur ou moi-même, nous étions députés maires, et notamment moi-même quand je prends les fonctions en 2015, quand je vais à Paris, je suis hébergé dans le cadre de l'Assemblée nationale, comme lui-même. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de dépenses que l'on engage sur la ville d'Orléans. Par contre, après, c'est comme dans beaucoup de boîtes, quand il y a des frais de déplacement, ils sont pris en charge par l'employeur dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'employeur, et là, en l'occurrence, de la collectivité, c'est bien évident. Et quand je vais à Paris, j'y vais assez souvent, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour défendre une grande ville, pour apporter, pour témoigner, pour participer à différentes associations notamment qui travaillent sur les grandes villes. J'ai un certain nombre de responsabilités. Quand ça se passe sur 2 jours, je reste à Paris. Je ne fais pas l'aller-retour à minuit comme il est suggéré dans l'article pour reprendre le train à 7 h du matin. Je reste à l'hôtel et ça se passe assez peu de fois par an pour que, à la sortie,
tout ça, parce que c'est là-dessus que je vais conclure, amène à ce que les dépenses de fonctionnement de l'ensemble du cabinet, depuis que je suis en fonction, et c'était vrai avant, il y avait une tendance à la baisse, et qui s'est accélérée depuis 2015, puisque aujourd'hui, l'ensemble des dépenses globales du fonctionnement du cabinet sont à moins 20,7% sur le compte administratif qui sortira la semaine prochaine dans le cadre du conseil municipal. Ça, c'est peut-être les données budgétaires qui vous intéressent. Et donc, moins 20,7%, ça fait partie des dépenses qui me semblent être contenues dans le cadre de ce que l'on gère en général dans l'intérêt des Orléanais. Dedans, sont inclus évidemment toutes les délégations, alors celles du maire que j'ai évoquées tout à l'heure, mais c'est loin d'être les plus coûteuses. Celles qui sont plus coûteuses parce que plus nombreuses sont celles qui sont engagées par d'autres élus ou d'autres services. Et c'est normal dans le cadre du développement des coopérations que l'on fait avec la ville. Moi, j'ai juste fixé les jumelages et le développement des coopérations. Après, c'est les services qui prennent le relais. Voilà ce que j'avais à dire de très factuel sur ce qui a été dit. Alors on est dans la... J'ai compris qu'aujourd'hui c'était la journée un peu mémorielle sur la rumeur. Donc certains d'entre vous, M. Bidot, d'autres m'ont parlé de tous ces scoops qui devaient sortir et toutes ces affaires qui allaient sortir. Donc les voilà les affaires. Comme vous le voyez, on est plus dans le cadre de la rumeur qui a été traduite par l'article que par les faits qui pourtant lui ont été fournis. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est comment est-ce que quelqu'un qui a tous les éléments finit par reconstruire des histoires en fonction de ce qui l'arrange. Enfin, je ne fais pas de procès d'intention sur lui-même. Je ne pense pas qu'il me connaissait, en tout cas je ne le connaissais pas, et je ne pense pas qu'il connaissait bien Orléans. Mais en tout cas, on lui a dit d'écrire un certain nombre de choses, et il l'a fait. Donc voilà, ça le regarde. Moi, par rapport à ça, je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques autres que celles de fournir aux Orléanais les informations qui les concernent. Et ça en fait partie. Voilà. Elle vient d'où ces rumeurs au départ? Certainement la volonté de me nuire, personnellement, en donnant de moi l'image de quelqu'un qui est là pour se servir, au lieu de servir les Orléanais, ce qui est exactement le contraire de ce que je fais. Et en attestent les chiffres que je vous ai donnés, les actions qui sont développées. Je rappelle qu'au début, par exemple, du mandat, on est sur l'idée que Orléans s'est bien embelli, qu'il y a eu toute une phase de structuration de la ville, du fait qu'on devait, assurer la sécurité, assurer les assises financières de la ville, etc., etc. Ça a été fait. Et dans le cadre de ce nouveau mandat, c'est ce qui était écrit d'ailleurs dans le programme, il s'agissait de faire en sorte qu'Orléans rayonne, Orléans se développe, Orléans soit plus attractive. C'est ce qui a conduit à développer des actions internationales qui étaient relativement au point mort. D'ailleurs, ça fait partie de beaucoup d'attaques de la part de l'opposition, notamment de notre grand prédécesseur, Jean-Pierre Sueur, qui considérait qu'il fallait absolument remettre en avant une dynamique internationale sur la ville. Ce que l'on a tenté de faire, ce que je pense qu'on a réussi à faire, parce que deux jumelages de cette importance signés en 4 ans, c'est quasiment du jamais vu. Donc, et en tout cas, ça faisait des dizaines d'années que ça ne s'était pas produit. Et donc, des dizaines, j'exagère, mais enfin, ça fait plus de 20 ans. Donc, voilà, donc ces éléments-là, ils amènent forcément à ce que le maire il prenne des contacts, que ces contacts après soient travaillés par l'administration, et puis ensuite, une fois que les accords sont signés, vous avez une délégation par exemple qui revient du Japon avec Martine Griveaux et plusieurs personnes des services, je crois même qu'il y avait une élue de l'opposition qui l'accompagnait, ce qui est tout à fait normal dans le cadre des échanges de bienséance, et à partir de là, voilà, les choses se sont faites. Donc on a cette espèce de fantasme que j'ai entendu parler, alors là il y a le Majestic, il y avait le Georges V aussi, je l'avais dit, mais non plus, c'est rien. Donc moi je veux bien qu'à la fin on fasse d'une non-information une information, et qui fait qu'il n'y a pas d'information, mais à la sortie il y a une responsabilité aussi du politique, il y a une responsabilité aussi médiatique, à faire en sorte que, en colportant entre guillemets une information, eh bien à la fin il reste toujours quelque chose, un soupçon,
Qui est ce que recherchent ceux qui sont à l'initiative de cela? Ceux qui sont à l'initiative. D'où le fait qu'effectivement, après, c'est à chacun de se dire, est-ce que je relais cette initiative en étant le bras séculier, volontaire ou involontaire, ou est-ce que je fais le boulot, j'investis, j'ai tous les documents, parce qu'on a été transparent là-dessus. Alors, pour tout vous dire aussi, le journaliste s'est pas caché de dire que c'était effectivement, ça venait du local. À la fois, il me l'a dit, journalistique et politique. Et à partir de là, voilà, moi je fais ça. J'ai pas de compte à rendre à ces personnes, j'en ai à rendre qu'aux Orléanais. Par leur truchement, ces personnes me permettent de fixer ces éléments. Mais en ce qui concerne ce journaliste, 2 autres aussi ont été approchés, puisqu'on a envoyé tous les documents à l'ensemble de vos collègues, et à ma connaissance, en tout cas, jusqu'à présent, mais je ne sais pas, vous êtes plus informés que moi, je n'ai pas eu d'éléments relatifs à l'exploitation de ces dossiers. Parce que je pense qu'eux ont fait le travail d'investigation et ont vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de matière. Est-ce que vous confirmez les chiffres cités sur les hôtels parisiens, qui passeraient de 6 000 € à 9 500 € de 2017? Ah ben vous avez, oui, parce que vous passez de 30 nuits à 50 nuits à peu près. Donc forcément, si vous passez d'un nombre de nuits qui auparavant étaient payées à l'Assemblée nationale et qui après sont payées par la ville, à un nombre de nuits qui sont là totalement payées par la ville, vous avez forcément une augmentation. Je rappelle juste quand même que 9 000 €, je ne veux pas minimiser, c'est une somme à répartir sur l'ensemble de l'année. Vous divisez par 12 ou même par 10, en admettant, ou par 11 en tout cas, parce qu'il n'y a pas, admettons qu'au mois d'août il n'y a pas grand chose, ça vous fait 900 € de frais de déplacement sur l'ensemble de l'année par mois. Je n'ai pas commenté, mais essayez de relativiser quand même ces chiffres. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que par rapport à d'autres collectivités, y compris des collectivités qui sont autour de nous, j'ai le sentiment que par rapport à tout ce qui est fait pour à la fois représenter Orléans, la pousser, comme c'est le cas dans toutes les grandes villes, on ne fait pas du tout d'exception, ni dans un sens ni dans l'autre, on est plutôt très mesuré. Vous dites que vous avez été transparent avec le journaliste, mais est-ce que quand même les frais de mandat des élus, il y a une certaine transparence en France qui pose problème? Ah bah bon, je sais pas, je sais pas si ça pose problème, parce que ce que je peux vous dire, c'est que, à part pour des raisons matérielles, parce qu'il faut aller rechercher des tas de trucs, voilà, il y avait 3 dossiers de cette importance-là. Hein. Donc voilà, alors on parlait tout à l'heure du voyage de Cannes, voilà, donc vous avez un document comme ça qu'il aurait transmis. Là, vous avez ici l'état des frais de déplacement. Vous avez l'avalisation, alors là à l'époque c'était monsieur le directeur de cabinet, monsieur Fromenteau, mais généralement c'est l'élu c'est la première adjointe. Moi je signais moi-même les notes de mon solliciteur, puis vous avez après les bulletins vous avez les frais, la fameuse voiture de luxe, là, c'est la Fiat 500, vous avez l'hôtel. Alors sur l'hôtel en plus, à cette période, il m'a été remboursé 60 €, vous voyez, donc voilà. Et puis vous avez les billets d'avion. Et alors ces éléments-là, moi je veux bien que ce ne soit pas transparent, enfin ils ont été quand même transmis, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus transparent. Franchement. Et c'est accessible à qui? Voilà, l'opposition par exemple. Mais c'est accessible à tout le monde à partir du moment où les éléments en font. Alors il y a des règles, je ne les connais pas complètement. Ce que je sais simplement, c'est qu'il y a des règles de transparence à l'égard sur les comptes de la vie publique. C'est ce qui me paraît quand même naturel. Et le fait qu'ils en aient fait la demande, c'est pas que du fait que je pense qu'il faut effectivement être transparent, et c'est aussi le fait qu'il y a des lois qui poussent à ce que, et des jurisprudences sur des communications de documents à faire. Après, la seule chose là-dedans, c'est ce que je vous dis, c'est l'exploitation. Quand la personne dit le voyage, voilà, c'est la voiture, et puis après, c'est le Majestic, alors que j'ai dormi à l'hôtel AC Marriott pour 224 € la nuit. Voilà, j'aimerais bien qu'il fasse juste le travail de dire on n'est pas à 1 000 € la nuit. C'était ça que moi j'ai entendu. J'ai entendu des factures à 1 500 € la nuit. C'est scandaleux. Et sur Las Vegas, comment vous expliquez donc ici le chiffre de 6 000 alors que vous en avez... C'est pas mon problème, ça. Moi, je ne peux pas non, savoir. Est-ce que par exemple vous avez poursuivi à titre privé cette fois-ci? Pourquoi voulez-vous que je... Enfin, il est libre. Après, c'est à vous d'apprécier, et au public, d'apprécier si les journalistes font tous bien leur travail ou pas. Vous pouvez avoir des journalistes qui font très mal leur travail, et dont le but n'est pas de sortir la vérité, mais de jeter l'opprobre.
Et à partir de là, vous vous retrouvez, c'est le pot de fer et le pot de terre. Vous croyez toujours que le pot de fer, c'est l'institution. C'est pas vrai, vous le savez aussi bien que moi. Vous participez à des tas de conférences ou de colloques pour savoir que l'information, c'est pas vous qui la faites, ce sont les faits, mais la façon de la relayer peut ou pas traduire une vérité ou la travestir. Je ne veux pas rentrer dans les débats sur la subjectivité dans le journaliste. Quand on a demandé des faits, que vous avez quelqu'un qui répond à 100% sur les données. La moindre des choses, c'est de les lire. Et même si finalement, il n'y a pas de scoop, ça fait pchit, dans ces cas-là, on évite d'écrire un article. C'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est tout ce que je demande. Et que surtout, à travers cet article, on ne se fasse pas le relais de personnes, parce que ça, elles existent, je ne sais pas qui, mais elles existent, qui cherchent à me nuire personnellement. Il ne vous a pas échappé que la campagne électorale avait commencé. Donc ça commence par essayer d'empêcher que je puisse me présenter au motif qu'il y ait des tas de turpitudes dans l'action publique que j'ai menée. Eh bien, c'est pas vrai. Partant de là, vis-à-vis du canard enchaîné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous me demandez un droit de réponse Vraiment, je laisse mon opinion sur le canard enchaîné. Je vous apporte les faits par rapport à ce qui sont là. Alors, c'était pas agréable de démentir un collègue. Il y en a d'autres qui l'ont relayé avec promptitude. Donc, il y a eu une demande chez l'attaché de presse, une demande sur le service de la mairie. Enfin, j'écris à la mairie. Et puis, il y en a un qui est arrivé au référent CADA. Donc, les CADA, c'est tout ce qui fait que vous êtes tenu de fournir un certain type de documents de façon légale. Mais nous, on a choisi de faire le plus complet possible. Et donc, eux sont arrivés quasiment en même temps, en demande, les trois, en nous disant pour l'un qu'il avait été alerté par un journaliste, un autre par les élus, un autre n'a rien dit. Les trois, c'est... Les trois, mais je vous l'ai dit, Mediapart, un autre que je ne connais pas, et puis le canard. Le canard est arrivé le dernier, à ma connaissance. Le troisième, c'est un blogueur. C'est un blogueur. Je ne sais pas qui c'est. Enfin bon, il n'est pas... Voilà. Donc alerté par des élus. Et par des journalistes locaux. Et à partir de là, sur le fait qu'il y avait une rumeur, qu'il y avait plein de factures, tout ce qui est sous-jacent à l'article. On a fourni tous les éléments, il a fallu un petit temps pour les réunir, ça a pris une dizaine de jours, en plus c'était pendant les congés, et puis après les fêtes de Jeanne d'Arc, enfin bon, ça c'est fait, et ils ont été envoyés par la poste, je crois, par commandé, à chacun des trois journalistes. Voilà. Donc après, ils font leur boulot. Formellement, il n'y aura pas de droit de réponse, c'est bien ce que vous nous dites. À ma connaissance, je ne l'envisage pas. Pour une raison simple, c'est que ces éléments-là, ils sont factuels. Et en fait, le vrai truc, c'est d'avoir fait un article sur une rumeur en disant la rumeur, je la colporte, je vérifie même pas qu'elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Après, oui, je vais faire un communiqué de presse. C'est le fait que les faits ne sont pas ceux qui ont été rapportés. Il ne peut rien, il a fait ce boulot-là. Donc, qu'après, tout le monde se précipite dessus, donne des tas de leçons de morale, comme j'ai pu lire, etc. Calmos. Tout ça fait pchit. Et on est en campagne électorale, donc un certain nombre sont ravis, se précipitent dessus, d'autres sont outragés. Voilà, je vois bien tout l'ensemble. Mais en tout cas, ce qui est le plus important pour moi, c'est les Orléanais. Et sur les Orléanais, aujourd'hui, les dépenses, elles sont tenues. Le développement, il se fait avec un engagement de plein d'acteurs, un peu le maire, beaucoup des acteurs de la société civile, notamment des associations et parfois des délégations d'élus, dont je ne suis pas, mais les choses se font tranquillement. Enfin, voilà. Vous avez assez relayé la Chine, les États-Unis, au fait de Jeanne d'Arc, les villes jumelles. Si les villes jumelles, franchement, il y a quand même eu un élan qui était très sympathique, dans le bon sens du terme. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Tous ces éléments-là ne se feraient pas si jamais il n'y avait pas derrière une atmosphère qui était que Orléans est une ville qui doit être ouverte et qui est ouverte. Alors voilà, quand dans l'article il dit que il rajoute, et ça c'est typique canard, et ça me fait sourire,
c'est un sacerdoce en disant que effectivement un maire est un VRP de ville et doit défendre sa ville et la représenter. Bon, je l'ai représenté dans 4 pays, parce qu'il y a eu un autre voyage qui n'est pas du tout signalé, mais juste une intervention que j'ai faite. Et donc je me suis déplacé dans 4 pays. C'est pas non plus extraordinaire comme tour du monde. Et c'est pas un sacerdoce, c'est un plaisir de découvrir d'autres pays, d'autres administrations, d'autres élus. Quand je dis que les problématiques des Orléanais sont les mêmes, je retrouve les mêmes auprès des maires chinois, des maires américains, des maires européens, etc., c'est parce que je l'ai entendu, parce que je l'ai vu avec des élus, avec des citoyens. Tous ces éléments-là sont intéressants dans le monde que l'on vit, à percevoir et à positionner ensuite Orléans. Lorsque je demande ensuite aux services, par exemple, de développement durable, de travailler sur la résilience avec les équipes de la Nouvelle-Orléans, parce qu'à la Nouvelle-Orléans, ils ont avancé évidemment après Katrina sur toute une série de sujets qui sont particulièrement prégnants. Et puis il se trouve que j'en parle, là c'était en France, au délégué de Jiangsu, la ville chinoise avec laquelle on est, qui me dit mais nous on a un problème, on ne sait pas traiter les inondations, on risque d'en avoir parce qu'on est sur un flanc de montagne qui a déjà coulé dans le Grand Canal, dans le Yangtze-Kiang. Donc comment est-ce que vous faites? Ben, j'ai dit essayez d'aller voir les gens de la Nouvelle-Orléans. Tous ces trucs-là, c'est pas, on ne révolutionne pas le monde, hein. C'est pas la question, je le dis en toute humilité. Mais enfin par contre, je sais que ça fait passer l'image que Orléans est une ville qui avance, y compris sur ces questions. Et ça, c'est des éléments qui sont des éléments très factuels et qui peuvent se faire en chambre. Si on lit l'article du Canard, Serge Gouard est cité à la fin, disant moi je ne voyageais pas, moi je n'allais pas à l'hôtel à Paris, c'est un hasard aussi. J'ai appris, parce qu'il me l'a fait savoir, que Serge avait été appelé après que j'ai eu le journaliste. En fait, j'ai eu le journaliste. Le journaliste, il m'a parlé assez longuement du coup d'un petit déjeuner dans un hôtel qu'il connaissait, parce qu'il le fréquentait comme moi, et puis de la fameuse phrase là sur le fait pourquoi est-ce que quand on reste à Paris, enfin, voilà, on peut prendre le train à minuit, bon voilà. Donc j'ai expliqué comment est-ce que je m'organisais, comment est-ce que il y avait des maires qui utilisaient beaucoup les chauffeurs, moi je les utilise très peu, donc voilà, ça, très prosaïquement ça fait des économies aussi, hein, ça joue même pas mal sur l'ensemble, donc tout ça fait que à la sortie, on a discuté, mais 10 minutes. Je sais qu'il a appelé Serge, mais Serge a raison de dire ce qu'il a dit, je vous l'ai expliqué. Il est parlementaire depuis 2002, il était parlementaire de 2002 à 2017. Les frais, ils sont essentiellement portés par les frais, à l'époque c'était par ce qu'on appelait l'IRFM. Donc, et moi-même, les frais d'hôtel, ils étaient par l'Assemblée, jusqu'en 2017. Moi non plus, j'ai pas de dépenses à Paris en 2015 et en 2016. J'en ai pas. Et c'est pas parce que je l'ai pas à Paris, du tout. Plus généralement, c'est quoi l'état d'esprit dans votre majorité ce matin? Ah ben, il y a plutôt une solidarité, et puis quelques-uns se rendent compte que quand même il y a 2-3 éléments qui sont troublants et qui voilà. Parce qu'à l'état d'esprit vous êtes blessé. C'est pas, franchement, il y a 2 choses qui sont pas agréables. La première, c'est d'abord que vis-à-vis de l'opinion publique, ça fait passer le maire d'Orléans pour ce qu'il n'est pas. Et donc, et encore une fois, élément avéré, c'est pas une posture, comment dire, subjective, c'est par rapport à tout ce dont on m'accuse et qui n'existe pas. Et deuxièmement, oui, à la limite, j'entends ces fameuses rumeurs, puisque l'on en avait parlé avec Christian depuis déjà un certain nombre de mois, donc au moins là, c'est sur la table, je peux m'expliquer. À la limite, je préfère. Voilà. Mais vous avez une responsabilité dans le fait que je prends le pari, en faisant cette conférence de presse, que les éléments objectifs vont sortir. À partir du moment où les missions qui sont effectuées par les directrices rentrent exactement dans ces missions, de la même façon que il m'arrive, c'est fréquent sur Paris, d'être accompagné par des directeurs généraux pour justement certains dossiers correspondant à leur délégation. À partir de là, ça se fait. Et vous savez tous le boulot, et vous tous de communication, vous savez tous le boulot qu'elle a effectué sur la ville. On a parlé des jumelages, on a parlé d'un certain nombre de choses. Tous ces éléments-là ne se seraient pas faits si jamais derrière, il n'y avait pas un boulot professionnel comme rarement.
des villes peuvent en avoir. C'est pas d'ailleurs pour rien qu'elles montent beaucoup dans les colloques de sphère publique, justement dans ces domaines-là. Donc voilà, la question c'est de savoir si ce professionnalisme a été bien mis au service d'Orléans et des Orléanais. Et la réponse, c'est pas moi qui pourrais la donner, c'est tous ses collaborateurs, c'est tous les partenaires de la ville. La réponse, elle est oui, et c'est unanime. Parce que l'affaire, elle est partie de là, quand même. Non, l'affaire, elle est partie... Si pas en cours, il n'y aurait pas eu d'affaire. Ben ça veut dire qu'aujourd'hui, il intéresse plus les éléments de voyeurisme, intéresse davantage que dans ces cas-là. Si. Intéresse davantage, excuse-moi, que le coût des éléments pour les Orléanais. Ça veut dire que pour ça, il faut mentir. Ça veut dire que pour ces éléments-là, pour arriver à sortir des choses comme ça, il faut raconter que on passe, le maire passe les nuits dans des palaces alors que c'est pas vrai. C'est ça qu'il faut raconter. C'est pour ça. Il faut mentir pour avoir raison quelque part. Et pour se donner raison à soi alors que l'on a tort. Non, il y a un mélange des genres quand même. Il y a quelqu'un qui est à la tête de l'administration ou presque. À la tête de l'administration. Elle est décisionnaire dans beaucoup de cas quand même. Oui, par exemple, de dire oui ou non à un annonceur qui demande la liste des fournisseurs de la ville pour avoir accès à de la publicité, par exemple. Effectivement, ça fait partie de ses ressorts. Et ça fait partie de ses ressorts. Et je peux comprendre que ceux à qui elle dit non aient envie de... Mais c'est pas forcément ça qui leur l'ensemble. Mais la suspicion de conflit d'intérêt, elle est quand même à peu près. Non, la suspicion de conflit d'intérêt, c'est-à-dire que le fait est que dans vos deux positions respectives, il peut y avoir, je rebondis sur ce que disait Christian, il peut y avoir une suspicion légitime du fait que non pas, alors qu'elle ce soit, vous pourrez être paxé avec un homme, ça reviendra exactement au même, ou même marié. Avec un homme, c'est pas une question d'homme ou de femme. Là, vous avez retourné le truc en disant, non, c'est pas ça. C'est la notion de suspicion légitime. J'aimerais que vous m'expliquiez. Par exemple, la femme d'Éric Woerth, elle peut être très compétente, elle peut être une experte comptable très compétente. Le fait qu'elle soit embauchée par l'un des donateurs de l'UMP à l'époque posait évidemment un problème de suspicion. Et alors, Jacques Goffer est embauché par qui au départ dans la ville et quand? Par Serge Gouard, si mes souvenirs sont bons? Non. Non, par qui alors? Par Charles-Éric Le Ménian. Oui, oui, à la Glo, oui, c'est vrai. Et en quelle année? Enfin, je sais plus. Simplement en 2001 ou 2001. Donc, elle n'est pas dans la boutique depuis 3 jours. C'est pas moi qui l'ai fait rentrer. C'est pas moi qui ai donné cette imprémature. Donc à partir de là, quelle est la nature du conflit je vous pose la question. Simplement, je vais être clair aussi. On est en 2019. En 2019, vous avez beaucoup d'histoires dans tous les domaines, y compris, j'imagine, dans le domaine de la presse, dans le domaine dans d'autres domaines. Et où des femmes, des hommes entre eux, des femmes entre elles, tout ce qu'on veut, tous les scénarios font que, à un moment donné de leur vie, ils se trouvent pour des passades, pour des raisons plus profondes. Et beaucoup sont amenés à se cacher. Alors on pourrait les comprendre, au regard de finalement l'intérêt légitime, la suspicion légitime, ou l'intérêt que Christian évoquait tout à l'heure. Et pourtant les choses se font. Mais comme ce n'est pas assumé, comme ça se fait dans les on-dit et dans les rumeurs, à partir de là, ça passe. Et quand c'est assumé, là, ça passe pas. Et ça aussi, c'est choquant au XXIe siècle. C'est un peu la même histoire que tout à l'heure sur le fait qu'il faut être attaché de presse et promu pour pouvoir confirmer ses capacités professionnelles. Tout ça, c'est le même état d'esprit. Franchement, c'est pas terrible. Excusez-moi, messieurs. Olivier Perret comme candidat à sa succession. Absolument, mais c'est pas plus jamais, c'est que je vois pas en quoi ces éléments infondés pourraient faire varier l'intérêt que je porte à poursuivre la direction de la ville et de la métropole. Aujourd'hui et demain. Sur les réactions, les commentaires qu'il peut y avoir depuis ce matin suite à l'apparition de l'article, l'évocation du changement voté en conseil municipal, de la prise en charge des frais, le rappel de l'augmentation de votre indemnité. Comment vous le percevez? Est-ce que pour vous c'est il y a un lien, c'est aussi... Mais il n'y a pas de lien. Les réactions par rapport à l'indemnité, elles étaient, je les ai comprises. La seule chose, c'est que ce que j'ai demandé, c'est qu'on les comprenne aussi.
C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est les mêmes histoires que quand c'est sur les frais de la l'IRFM, à partir du moment où vous avez une rémunération parlementaire qui couvre le cumul et que vous êtes à 900 €, si cette fonction-là disparaît, à partir de là, il n'est pas illogique que la fonction de maire corresponde, d'ailleurs c'est même pas le maximum, mais corresponde à un montant qui n'est pas de 900 € par mois. Donc ça a été d'ailleurs compris par beaucoup plus de monde qu'on peut le croire. Pas forcément ceux qui s'expriment toujours sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus de monde. Et après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on abuse ou pas? Et je ne crois pas avoir abusé par rapport à cela. Maintenant, l'autre chose que sur ces notions de déplacement ou autres, je répète, on est à 15 centimes par Orléanais sur l'ensemble des dépenses. Ça fait des montants qui sont par an. Hein. Ça fait des montants que chacun peut estimer par rapport à d'autres collectivités où les montants ne sont pas du tout ceux-là. Et donc là encore, par rapport au fonctionnement d'un élu qui passe son temps à négocier des tas de trucs, ça ne paraît pas complètement exorbitant qu'il puisse dormir à Paris correctement, sans être non plus dans des palaces, malgré ce que certains peuvent écrire, et en même temps justement être toujours dans des budgets. Vous savez, on vote les budgets chaque année, hein, je vais juste dire ça. Hein. Les budgets, ils sont contenus, y compris cette ligne-là, ça n'a jamais posé de sujet. Hein. C'est parce qu'il y a ce focus-là avec, moi aussi je peux le dire, des mélanges de genres dans l'appréciation des choses, qui font qu'à la sortie, on se retrouve avec toute une bulle qui, je le répète, au regard des faits, fait pchit. Et les budgets, ils sont votés chaque année, ils sont contenus. Il y a 2 ans, on était un peu en dessous. L'année dernière, on a 1 000 € de plus, je crois, c'est 20 000. Donc on a 1 000 € de plus, je crois. Voilà, enfin, on n'est pas dans des écarts gigantesques. Voilà. Une petite question politique pour terminer. Puisqu'on a parlé des municipales tout à l'heure, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez l'impression que des fuites puissent provenir de votre propre administration, voire de votre propre majorité? Mais c'est le journaliste qui c'est pas une impression. Je l'ai lu dans l'article. Non, mais je parle y compris de votre administration et de votre majorité très proche. Mais de ma majorité, c'est écrit dedans. Non, mais ça crée quoi comme ambiance? Ça crée quoi comme ambiance dans l'équipe municipale? Ça crée, pour avoir réuni d'autres élus, que effectivement, il y a quelques individualités qui devraient s'exprimer, mais je ne les connais pas. Donc c'est bien le charme de le charme de la rumeur, cher moi. Le charme de la rumeur, c'est qu'elle est insaisissable. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est pas du 21e siècle, ça. Ça parcourt toute la littérature. Donc, les personnes qui font ça, c'est pour ça que c'est formidable qu'elles aient certains relais dans les médias, c'est que les personnes qui font ça ont une volonté d'agir. Et cette volonté d'agir... D'ailleurs, alors là, le journaliste, mais là-dessus aussi, je parlais des éléments factuels. Sur quelques points, quand il dit de mémoire la majorité récrimine, ou bon, je n'aurais pas utilisé ce mot-là, mais enfin, il y a un problème dans la majorité. Voilà. Et puis après, il dit, il cite, il dit, c'est un élu qui dit que. Voilà. Bon, après, voilà. Donc, moi, je constate comme vous. Hein. Donc ça vient forcément d'un élu ou deux, j'en sais rien. Ça m'étonnerait que ça aille beaucoup plus. Mais voilà, c'est lui qui le dit. Donc il doit être au courant. C'est pas faux ça. Oui. C'est la seule chose qui soit vraie. Attends, moi c'est le seul truc, c'est pas que ce soit pas vrai. C'est l'histoire de la facture sur la belle voiture, elle existe. Mais quand on écrit belle voiture, on pense pas immédiatement à une Fiat 500. On est d'accord. Je dis pas que c'est pas une mauvaise voiture, hein, je veux pas, voilà. Mais je veux dire, c'est tout. Est-ce que l'affaire risque de mettre en cause le soutien de... J'en sais rien, mais l'Élysée de Matignon. Si il se renseigne réellement, je vois pas en quoi. Voilà, c'est tout. Après, le reste, après, je peux pas le dire. Pour moi, c'est pas le sujet. C'est où votre prochain voyage? Et ça va être sur le quartier Saint-Marceau demain pour parler des vélos. Il n'y a pas de palace. Comment? Il n'y a pas de palace. Il n'y a pas de palace, de même que la réunion n'a pas eu lieu dans un pullman, elle a eu lieu voilà, pour donner l'état d'esprit général à d'autres de certains.